Sarah Boone affirme qu'après une belle journée passée à faire des puzzles entre amoureux, son petit ami a proposé une partie de cache-cache qui a malheureusement pris une tournure macabre. Tout ça n'est qu'un malheureux accident. Mais au fil de l'enquête, les policiers se mettent petit à petit à douter de la version des faits donnée par Sarah. Je vais vous raconter son histoire. Sarah Boone a 47 ans et George Torres en a 42. Ils vivent ensemble dans la ville de Winter Park en Floride, en banlieue de la ville d'Orlando. Ils sont ensemble depuis 3 ans et demi et leur relation est tumultueuse, mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Ils ont tous les deux eu de longues relations dans le passé, ils ont même tous les deux été mariés et ils ont des enfants, alors pas ensemble, chacun de leur côté. Sarah a eu un fils, Lucas, avec son ex-mari, tandis que George, lui, a 3 enfants. Il a eu 2 filles avec son ex-femme et un fils avec une autre femme. Alors les enfants de George vivent avec leur maman, ils ne sont jamais chez lui. Par contre, le fils de Sarah, Lucas, qui n'a que 9 ans au moment des faits, vit avec eux quelques jours par semaine. Sarah et George ne travaillent pas, George a récemment perdu son emploi et ils sont tous les deux alcooliques, donc ils passent le plus clair de leur temps à boire de l'alcool et à faire des activités diverses, donc regarder des séries et des films, peindre, faire des puzzles, et c'est ce qu'ils ont passé la journée du 24 février 2020 à faire. La journée se passe bien, ils sont calmes, détendus, et puis dans l'après-midi, ils se disent que ce serait sympa d'ouvrir une petite bouteille de vin. Donc ils commencent à boire, et puis grisés par l'alcool, ils se disent que ce serait plutôt sympa de faire une petite partie de cache-cache. Donc ils s'amusent, ils rient comme des enfants, ils cherchent des endroits où se cacher, et puis à un moment, ils se disent que ce serait hilarant si George essayait d'entrer dans une valise. Et George y parvient, donc là vraiment ils sont morts de rire, ils trouvent ça trop drôle que George soit si petit qu'il arrive à tenir dans une valise. Sarah ferme la fermeture éclair pour voir si vraiment on arrive même à fermer la valise. Et oui, c'est le cas, donc ça les amuse beaucoup. Et puis après cet épisode plein de joie et de bonne humeur, Sarah, un peu fatiguée à cause de l'alcool, décide de monter se coucher. Donc elle se rend dans sa chambre à l'étage, elle s'allonge, elle attend un moment que George la rejoigne en se disant que ce serait plutôt sympa de conclure cette belle journée par une relation sexuelle, mais avant même que George ne la rejoigne, elle s'endort. Le lendemain matin, Sarah, qui s'est couchée tard, se réveille également tard. Elle décide de ne quitter son lit qu'à 12h30 et elle a vu que George n'était pas à ses côtés et comme la maison est silencieuse, elle se dit tout simplement qu'il doit être sur son ordinateur portable, donc elle ne s'inquiète pas. Mais quand elle descend les escaliers, elle constate avec horreur que la valise est toujours là, fermée, avec George à l'intérieur. Elle crie son nom, mais seul le silence lui répond. Alors elle s'approche de la valise, l'ouvre précipitamment et en extirpe le pauvre George, qui est inconscient. Elle commence à lui faire un massage cardiaque. George fait des bruits de gargouillis un peu étranges. Son corps est raide et sa peau violette. Sarah, terrifiée, comprend que son petit ami George Torres est mort. Depuis le début de la matinée, son ex-mari Brian tente de la joindre parce que c'est à son tour de récupérer leur enfant à l'école et il arrivait souvent à Sarah d'oublier ou de ne pas le faire parce qu'elle était alcoolisée. Donc il tente de la joindre pour savoir si ce jour-là elle va bien aller le récupérer ou si c'est à lui de s'en charger. Et il insiste puisque Sarah ne répond pas, elle était au lit, mais après avoir découvert le corps de George, elle décide de lui répondre. Elle lui explique alors la situation et bien sûr, Brian lui dit d'appeler les secours tout de suite. Mais Sarah ne le fait pas. Brian lui dit qu'il arrive, donc elle attend la venue de Brian. Et alors qu'il arrive sur place, il lui redit d'appeler les secours. Mais Sarah lui dit qu'elle préfère d'abord se rendre un peu dehors pour prendre l'air et se calmer. Elle propose à Brian de l'accompagner pour fumer une cigarette, mais Brian lui répond qu'il n'est pas à l'aise avec cette situation, qu'il préfère aller dans sa voiture et attendre que les secours arrivent. Et donc après avoir dit une 3e fois à Sarah d'appeler les secours, elle le fait enfin. Elle compose le numéro du 911 et leur explique la situation. My boyfriend and I were playing last night and I put him in his case and we were playing. And like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que constater qu'effectivement, George est mort depuis déjà
longtemps. Il est mort d'une asphyxie positionnelle et mécanique, c'est-à-dire que non seulement la position dans laquelle il était dans la valise ne lui permettait pas de respirer correctement, mais en plus, la valise étant fermée, l'oxygène ne pouvait pas se renouveler et il a fini par manquer d'air. Sarah donne la même version à la police que celle qu'elle a donnée au 911 un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'un malheureux accident. Ils ont voulu voir si George entrait dans la valise et puis elle est partie se coucher et n'a découvert le drame que le lendemain. Mais ça, c'est uniquement la version de Sarah. C'est cependant également la version qui a été donnée au début dans les médias. Et les Américains, en découvrant cette histoire dans les médias, ont bien rigolé. Les Américains aiment bien se moquer des habitants de la Floride parce que c'est toujours là-bas qu'il y a les faits divers les plus étranges. Donc forcément, quand ils ont lu cette histoire, ils se sont dit que c'était un énième fait divers loufoque de l'état de la Floride, deux alcooliques qui ont fait un truc un peu stupide. Et il s'agit tout simplement d'une mort bête. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise puisqu'en réalité, c'est rapidement devenu une affaire criminelle complexe qui a passionné tout le monde et fait les gros titres. Sarah Boone, donc, lors de son interrogatoire, continue à donner cette version des faits et insiste lourdement sur le fait que rien de tout ça n'était fait exprès. Mais les policiers ne sont pas de cet avis, ils ne comprennent pas comment on peut partir se coucher comme ça tranquillement, sans penser une seule seconde à libérer son compagnon avant. C'est hyper bizarre de partir dormir en laissant quelqu'un enfermé dans une valise. Il n'arrête pas de lui dire qu'elle a forcément fait exprès. Ça a forcément été sa décision à un moment donné de se dire « Ok, je monte me coucher et je laisse George dans la valise ». Sarah, pendant cet interrogatoire, n'arrête pas de changer de version, de se contredire, de mentir. Elle va notamment expliquer qu'elle n'était absolument pas ivre, qu'elle n'avait bu qu'un verre ou deux. Or, les policiers ont retrouvé dans les poubelles de la maison 2 magnums de vin vides, magnums qui avaient bien été achetés ce jour-là. Et finalement, quand Sarah voit que la situation lui échappe et qu'elle ne sait plus trop quoi donner comme argument, eh bien, elle met tout sur le compte de l'alcool. Like, this is not fair at all. Yes. That you all are assuming that that's from me. Where else did it come from? If you were, say it's opposite, you were in the suitcase and you're asking to be let out, would you hope that that person would let you out? Like, you're asking to be let out of a suitcase, should they not let you out? Eventually. I'm guessing. I mean, I'm blaming it on the wine. Elle explique qu'effectivement, elle était ivre et que par conséquent, elle a pris des décisions irraisonnée, elle n'a pas bien réfléchi, elle est partie se coucher en pensant que George pouvait tout à fait sortir de la valise par lui-même. À écouter Sarah, d'ailleurs, elle était très amoureuse de George. Elle explique qu'il la frappait régulièrement, elle a d'ailleurs dû faire appel à la police à plusieurs reprises, et George a été arrêté également à plusieurs reprises, mais elle payait toujours sa caution. C'est dire à quel point elle l'aimait. Elle voulait George à ses côtés. Elle était persuadée qu'elle pouvait l'aider à devenir une meilleure version de lui-même. Elle passait son temps à le tirer vers le haut. Elle faisait tout pour lui. D'ailleurs, elle explique que depuis sa dernière sortie de prison, George avait fait beaucoup d'efforts. Il avait un super agent de probation qui lui permettait de travailler sur son comportement, de suivre des cours, d'essayer de réduire sa consommation d'alcool, et ça faisait 1 mois au moment des faits que George ne l'avait pas frappé. Et encore une fois, ce jour-là, c'était une belle journée. Alors pourquoi est-ce qu'elle aurait voulu faire du mal à George ? Non, vraiment, ça n'a aucun sens. Elle n'a pas fait exprès. C'est la faute du vin. But no one's And having a good day. No one's laughing except you. Everybody's having a good day. Oh, I'm sorry? I would hate to see a bad day. Le problème, c'est que Sarah découvre, lors de cet interrogatoire, qu'elle est sa propre ennemie. Elle a volontairement donné ses appareils électroniques aux policiers afin qu'ils soient analysés, et les policiers ont découvert sur son téléphone qu'elle a filmé les derniers instants de George. Alors attention, je vais maintenant vous passer les vidéos. Alors quand je dis ces derniers instants, on ne l'entend pas ou on ne le voit pas mourir, mais c'est les moments où il était dans la valise, donc c'est forcément peu de temps avant sa mort. Ça peut être
choquant pour les personnes sensibles, donc je préfère vous prévenir. Je vous mets un petit timecode, n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'à ce timecode si vous voulez vous épargner la vision et l'écoute de ces vidéos. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you chewing on me. Sarah. Breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut up. Sarah. Shh. Sarah. Sarah refuse de regarder les vidéos. Elle dit que c'est trop difficile à regarder et qu'elle ne se souvenait même pas avoir filmé ça. C'est sûrement la faute du vin. Sarah ne donne absolument aucune explication. Les insultes, les menaces, les paroles blessantes, c'est rien, c'est leur relation. Ils étaient comme ça. Ils s'aimaient mais ils s'insultaient. La police ne comprend juste pas, c'est tout. Mais tout le monde savait que leur relation était comme ça. Le fait que la valise ne soit pas posée dans le même sens dans les deux vidéos, elle ne sait pas. Elle ne se souvient pas. Sûrement à cause du vin. Et puis, les hématomes, retrouvés sur le corps de Georges, elle s'énerve. Pourquoi l'accuser elle ? Ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis, de toute façon, Georges était maladroit, alors il s'est sûrement cogné dans les murs, voilà tout. Sarah affirme également avoir laissé une petite ouverture, ne pas avoir fermé la fermeture éclair de la valise jusqu'au bout. Elle dit même qu'elle a vu Georges y passer ses doigts, donc il pouvait tout à fait pousser la fermeture éclair pour se libérer lui-même. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Or, sur les vidéos qu'elle a prises elle-même, on voit bien que la fermeture est fermée entièrement. C'est évident qu'elle ment. Sarah, qui maintient que tout ça n'était qu'un accident et qui est persuadée qu'après l'interrogatoire, elle va pouvoir rentrer chez elle retrouver son fils, tombe des nues quand les policiers lui passent les menottes et lui expliquent qu'ils l'emmènent en prison et qu'elle est inculpée pour meurtre au second degré. Une fois Sarah en prison, on commence à en apprendre un peu plus sur sa personnalité. Toutes les personnes qui connaissent Sarah et qui l'ont côtoyée sont unanimes. C'est une personne très difficile à vivre. Ses voisins disent qu'ils l'évitaient comme la peste parce qu'elle était tout le temps ivre, tout le temps en train de crier, tout le temps vulgaire, tout le temps en train de se disputer avec Georges. Ils préféraient rester dans leur coin et éviter d'avoir à lui parler. Quant à sa belle famille, donc la famille de Georges, ils n'ont pas peur de dire qu'ils détestent Sarah et qu'ils l'ont toujours détestée. Sarah le sait puisque lors de son interrogatoire avec la police, elle n'a pas arrêté de demander si elle allait bénéficier d'une certaine protection parce qu'elle avait hyper peur que la famille de Georges s'en prenne à elle en découvrant qu'elle était quelque part responsable de sa mort. Bon, ça, elle ne l'avoue pas, mais elle dit « oui, vous êtes en train de m'accuser, mais vous vous rendez compte que si la famille de Georges apprend que vous m'accusez,
ils vont vouloir me tuer. Bon, c'est ce qu'elle dit, en réalité, personne ne l'a menacée de mort, hein, elle s'est fait des films toute seule. Et Sarah essaye clairement de manipuler tout le monde en se faisant passer pour quelqu'un de parfait qui subit malgré elle la haine, la méchanceté de tout le monde. Mais bizarrement, ça semble impossible de trouver une seule personne qui dise du bien d'elle. La famille de George, donc ses parents et ses frères et sœurs, qualifie Sarah de folle et de manipulatrice, et c'est également l'avis de l'ex-femme de George ainsi que de ses filles qui disent que Sarah allait carrément jusqu'à les menacer de mort régulièrement parce qu'elle était jalouse quand George les contactait. Donc elle interdisait carrément à George de contacter ses filles parce qu'elle avait peur que ce soit son ex-femme qui décroche. En préparation de son procès, Sarah a subi une évaluation psychologique et la psychologue qui s'est penchée sur son cas a déterminé que Sarah avait des traits narcissiques à cause d'un grand manque de confiance en elle, c'est-à-dire qu'elle a toujours un besoin de se mettre en avant et de souligner ses qualités afin d'éviter que les gens voient son vrai visage. Et finalement, quand on entend Sarah parler, ça paraît évident. I don't think you all understand who I am. Okay. Well, tell me. I mean, I've always been a straight A student. I am an outstanding mother to my son. Okay. I excel at everything. I would not do that. You wouldn't lock somebody in a suitcase? Comme vous avez pu l'entendre, Sarah s'exprime toujours de manière condescendante. D'ailleurs, elle s'inquiète plus pour son sort que pour le mal qu'elle a fait à George et à ses proches. Were you punishing them? No, just Well, that's what you're saying in the video. This is what you get. This is Yep. what you make me feel like. see, and then it's all backfired on me. Like it's all backfired on me, and I understand the severity of this. I just Yeah, he's dead. it's awful. I know. Okay. It's awful. And I will tell you both this right now too. I will never drink alcohol again. Pendant tout son interrogatoire, elle ne fait que se plaindre, jouer les victimes, elle tombe des nues quand on l'envoie en prison, comme si la mort de George était un détail, comme si finalement ce n'était pas si grave. La personnalité de Sarah pose aussi problème pour sa défense, puisqu'elle n'arrive pas à trouver un avocat. Enfin plutôt si, elle en a trouvé 8 au total. 8 avocats qui ont tous démissionné. Pourquoi ? Parce que Sarah était insupportable, ingérable. Il y a notamment un de ses avocats qui a expliqué que Sarah se comportait comme si elle était sa seule cliente. Il devait être à sa disposition H24. Elle l'appelait toutes les heures et elle l'insultait. Elle l'a notamment traité de bouffon. Donc clairement, il avait mieux à faire de sa vie que de se concentrer sur sa défense. Finalement, le juge s'est mis à soupçonner Sarah de faire exprès afin de repousser la date de son procès. Donc il a expliqué à Sarah qu'elle avait épuisé son droit à un avocat commis d'office et qu'elle allait devoir se représenter toute seule jusqu'au jour où elle arriverait à trouver un avocat par elle-même. Et Sarah a effectivement dû se rendre à une audience toute seule parce qu'elle avait fait fuir tous ses avocats. Sarah a également envoyé une lettre manuscrite au juge, tenez-vous bien, une lettre de 58 pages et c'est totalement indigeste. C'est 58 pages de Sarah qui se plaint, qui critique tous les avocats qu'elle a eus depuis le début, qui se plaint de son sort. Son ton est toujours condescendant et dédaigneux, comme d'habitude. Elle cite des textes de loi, elle accuse tout le monde de corruption. Je vais vous en lire quelques extraits pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Par exemple, ici, elle envoie une carte des États-Unis et une carte du monde sur lesquelles elle a dessiné des étoiles et elle explique. Les étoiles sont les endroits depuis lesquels j'ai reçu des lettres ou des emails concernant mon affaire. Les chiffres sont exponentiels. Je laisse ces lettres et emails à votre disposition pour que vous puissiez les étudier. Vous verrez que le fait que les détails de cette affaire soient facilement trouvables entraîne une vague d'ignorance, de haine et de préjugés avant même mon jugement. Moi, l'accusé, n'ai pas encore eu le temps, en l'espace de 5 ans, d'étudier, ni même de voir tous les détails de mon affaire, alors que le monde entier en a eu l'opportunité. Et voici maintenant un autre extrait. Tous mes anciens avocats ont toujours
toujours mis leur dysfonctionnement sur mon dos en disant « Vous n'aimez pas les réponses que je vous donne, mais quelles réponses ?» Voir pages 2 et 3. Je ne suis pas le problème, je veux et je mérite d'être traité correctement, avec respect. Je suis plus professionnelle que ces soi-disant pros qui disent qu'ils font ça depuis 10 ans. Après autant d'années, ils auraient dû acquérir un minimum de politesse, des capacités d'écoute et des compétences en service client. À tous les avocats, vous souvenez-vous de la raison pour laquelle vous avez voulu faire ce métier ? Pensez-y. Personne ne m'écoute. Et tout est en faveur des autres et jamais en ma faveur. À leurs yeux, je ne suis qu'une tueuse coincée en prison, donc ils me traitent avec arrogance en se disant qu'on les croira toujours eux plutôt que moi. Je pense que ces extraits vous donnent encore une fois un bon aperçu de la personnalité de Sarah et dites-vous bien qu'il y a 58 pages qui ont été écrites sur ce ton-là. 58 pages qu'elle a envoyées à un juge. Faut quand même un sacré culot. Surtout que, comme je vous ai dit, elle va après lui citer des textes de loi, etc., comme si elle lui apprenait son métier. Et puis, Sarah est également accusée de meurtre, accusée du meurtre de son petit ami qu'elle l'affirme aimer de tout son cœur. Alors qu'on a l'impression que la seule chose qui l'intéresse, c'est son sort et absolument pas ce qu'elle a fait. Mais bon, Sarah a beau dire qu'elle est meilleure que tous les avocats du monde, qu'elle est plus professionnelle qu'eux, eh bien, elle se rend compte quand même qu'elle va avoir du mal à se représenter toute seule pour son procès, donc elle se met à la recherche d'un avocat. Elle crée alors une brochure qu'elle dessine à la main, brochure qui est diffusée dans les médias, et là encore, je vais vous la lire parce que ça vaut le détour. Prisonnière cherche avocat. À la recherche d'une opportunité juteuse, prêt à apparaître sur les chaînes nationales? Êtes-vous zélé et passionné? Montrez ce que vous valez au monde entier avec votre créativité originale, votre incroyable expertise, votre ingéniosité. Qualifications nécessaires. Être digne de confiance, honnête, passionné, ouvert d'esprit. Avoir de très bonnes compétences en résolution de problèmes. Le client doit être inclus à toutes les étapes. Esprit d'équipe et collaboration. Très efficace dans l'écoute, la communication et la compréhension. Avoir un mental de gagnant. Être excellent dans la représentation et déterminé. Avoir confiance en sa cliente et en l'affaire. Être capable de penser différemment et de surmonter tous les obstacles. Une incroyable opportunité vous attend. La brochure est signée Sarah Boone avec son numéro d'écrou et c'est accompagné d'une petite citation pour bien terminer. Investissez sur les opprimés, gardez confiance. Mais qui serait assez fou pour répondre à cette annonce après que tant de ses collègues soient tombés au combat? Eh bien, un homme qui s'appelle James Owens. L'avocat de Sarah, contrairement à ce qu'elle demandait dans sa brochure, n'est pas très optimiste quand il étudie toutes les preuves dans cette affaire. Donc, il conseille à Sarah de demander un arrangement. C'est-à-dire qu'elle pourrait, par exemple, demander plutôt à être inculpée pour homicide involontaire plutôt que pour meurtre. Ainsi, elle pourrait plaider coupable et ça éviterait un long procès à Sarah, long procès qui risque clairement de mal se terminer pour elle. Mais Sarah refuse. Elle exige son acquittement. Sarah et son avocat doivent donc trouver une stratégie de défense et ils décident de partir sur la légitime défense. C'est-à-dire qu'ils affirment que Sarah était victime du syndrome de la femme battue, qu'elle avait peur pour sa vie et qu'elle n'avait donc pas le choix que de s'en prendre à George. Le syndrome de la femme battue, c'est le fait pour une femme de se retrouver sous l'emprise d'un homme suite à des violences répétées. La femme, à force de subir ces violences, finit par perdre sa capacité de discernement, elle perd confiance en elle, et c'est comme ça que de nombreuses femmes restent aux côtés de leur bourreau, puisque finalement elles ont l'impression d'être impuissantes face à cette situation, voire même elles ont l'impression d'en être responsables. Donc c'est un sujet complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris, je pense, en gros de quoi il s'agit. C'est donc autour de ce syndrome que s'organise la défense de Sarah. Et avant toute chose, je tiens à préciser, c'est très important, que Sarah était effectivement victime de violences très graves. Je vais vous expliquer ce qu'elle a vécu, mais je vais ensuite apporter des nuances avec la version des faits de George, des proches de George,
de leurs voisins. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors attendez d'avoir toutes les informations avant d'émettre un jugement, parce que Sarah se présente comme une femme apeurée, fragile, victime de George, mais c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, vous aurez pu remarquer qu'elle a changé de version des faits. Lorsqu'elle a été arrêtée par la police, George n'avait rien fait de mal, ils avaient passé une bonne journée, ils étaient de bonne humeur, ils étaient calmes, tout allait bien, et soudain ça devient de la légitime défense avec George qui lui voulait du mal et elle avait peur pour sa vie. Donc vraiment, plus rien à voir. Je vais vous expliquer un peu ce que Sarah vivait avec George. Donc il faut savoir que George était violent quand il était alcoolisé. Quand il était sobre, il n'était pas violent. Le truc, c'est qu'étant alcoolique, eh bien il était alcoolisé quasiment tout le temps. Et les violences étaient quasiment quotidiennes. Donc Sarah a vécu un véritable enfer. George, c'était quelqu'un de très jaloux, donc il suffisait par exemple que Sarah parle à un autre homme pour qu'il s'énerve. Un jour, elle a parlé avec un homme dans un bar et en rentrant, il l'a attrapé, il l'a traîné dans les escaliers jusqu'à l'étage avant de lui mettre des coups de pied au visage. C'est d'une violence inouïe. À une autre reprise, il lui a carrément planté un couteau dans la jambe. Oui, alors ce qui s'est passé, Sarah explique qu'en fait elle avait préparé un bon dîner. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ce jour-là, elle avait tenu à ce qu'il mange quelque chose de bon pour une fois. Elle avait acheté de belles pièces de viande, elle avait passé du temps à les préparer pour que ce soit vraiment bon. Et puis quand George est rentré, elle était toute contente de le surprendre avec ce dîner, mais George était complètement ivre. Il lui a répondu qu'il s'en fichait du dîner, qu'il voulait juste avoir des rapports sexuels. Donc forcément, Sarah était très énervée contre lui. Elle lui a dit ses 4 vérités et au moment où elle a voulu quitter la pièce, eh bien, il lui a planté un couteau dans la jambe. Comme ça, de manière totalement gratuite, alors qu'elle avait voulu lui faire plaisir. Donc Sarah a eu une blessure très grave et elle a été complètement choquée par cet épisode, puisqu'à la suite de ce coup de couteau, elle a développé un syndrome de stress post-traumatique. Et tout ça s'est avéré, je vous l'ai dit, Sarah a porté plainte, George a été arrêté et elle a été diagnostiquée par des professionnels. Donc on sait qu'elle a bien ce syndrome de stress post-traumatique, c'est une réalité. Sarah explique que le jour du meurtre, ils avaient effectivement passé une belle journée. Ça, c'était vrai. Mais à partir du moment où ils ont commencé à boire, l'ambiance s'est assombrie. Alors oui, George n'a rien fait de mal, mais elle a senti qu'il pouvait vriller à tout moment. Et il y a une experte qui est intervenue au tribunal en expliquant qu'effectivement, les victimes de violences conjugales sont capables de sentir quand la personne peut basculer dans la violence. Il suffit d'un regard, il suffit, d'un changement de vêtements, d'un geste, quelque chose qu'elles reconnaissent comme un signe et elles savent immédiatement qu'il va falloir faire attention, il y a des signaux d'alerte qui se mettent en place. Et c'est ce que Sarah explique, donc finalement oui, même si George à ce moment-là n'avait rien fait de mal, elle sentait que ça risquait d'arriver, donc elle a commencé à avoir un petit peu peur et elle s'est dit qu'il valait mieux arrêter la soirée tout de suite et aller se coucher. Sauf que George choisit ce moment exact pour lui proposer une partie de cache-cache. Bon, Sarah est un peu saoulée, elle a pas trop envie, mais George insiste et puis quand elle voit qu'il se cache dans la valise, finalement elle trouve ça très drôle. Ils se mettent à rigoler ensemble, elle s'approche de la valise, ferme la fermeture éclair et elle explique que c'est là que tout a basculé. George lui demande de le laisser sortir de la valise et puis il s'énerve. Il se met à menacer Sarah de mort, à lui hurler dessus, à lui dire que la minute où il sort de la valise, il va la massacrer. Sarah est tétanisée, elle a peur et elle se dit qu'il est hors de question qu'elle le laisse sortir parce que c'est sûr qu'il va s'en prendre à elle. Sarah sort alors son téléphone et filme la scène, les fameuses vidéos que vous avez vues plus tôt dans la vidéo. Et elle explique que si elle a fait ça, c'est tout simplement parce que pour une fois, elle s'est dit qu'il allait être obligé de l'écouter. Elle voulait finalement lui donner une bonne leçon, lui montrer l'enfer qu'elle vivait au quotidien. Elle voulait lui faire comprendre qu'il allait falloir qu'il change. En fait, il avait tendance, selon elle, à ne jamais l'écouter. Donc elle explique que ce qu'elle a voulu, c'est que pour une fois, il soit obligé de l'écouter. Étant donné qu'il ne pouvait pas sortir de la valise, qu'il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas fuir, eh bien, elle pouvait, pour la première fois dans sa vie, s'exprimer librement, sans risque. Et ce qu'elle voulait avec ces vidéos, c'était lui donner une leçon. Elle espérait qu'avec le discours qu'elle allait lui tenir et avec les vidéos, il allait décider de changer, il allait réaliser tout le mal qu'il lui avait fait et elle avait prévu de lui montrer les vidéos le lendemain à tête reposée.
Cependant, George, furieux, continue à crier, continue à la menacer et Sarah voit avec horreur qu'il est en train de tenter de sortir de la valise et qu'il est en train d'y parvenir. Elle le voit pousser sur le couvercle de la valise, elle voit qu'il a réussi à ouvrir un peu la fermeture éclair à tel point qu'il a réussi à sortir ses mains par l'ouverture. Et Sarah, terrifiée, décide de secouer la valise pour essayer de le forcer à rentrer ses mains à l'intérieur. Puis en voyant que ça ne fonctionne pas, elle attrape une batte de baseball et elle pousse sur le couvercle de la valise, elle pousse sur les mains de George pour essayer de le forcer à rentrer ses mains. Finalement, George rentre ses mains à l'intérieur de la valise, puis il arrête de bouger. Et c'est à ce moment-là que Sarah décide d'aller se coucher. La suite de sa version, c'est la même que celle qu'elle avait donnée à l'époque aux policiers, c'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il meure, elle ne savait pas qu'on pouvait mourir parce qu'on était enfermé dans une valise. Donc le lendemain, elle a été choquée en découvrant son corps et elle a appelé les secours après avoir tenté de lui faire un massage cardiaque sans succès. Le souci, c'est que quand on plaide la légitime défense, il faut pouvoir prouver qu'on était en état de danger imminent. Or, elle a dit elle-même que c'était une belle journée, que George ne lui a rien fait de mal, qu'il n'a pas levé la main sur elle ce jour-là. Et d'ailleurs, ça faisait des semaines qu'il ne la frappait plus selon ses propres dires. Et puis, elle a elle-même filmé la scène. Et on voit bien que c'est plutôt elle qui est en train d'agresser George, qui est en train de lui crier dessus et d'être très violente dans ses propos, tandis que George, lui, est calme et la supplie juste de le laisser sortir de la valise. Il n'est absolument pas menaçant. Alors, elle dit que c'est après qu'elle ait arrêté de filmer qu'il s'est mis à la menacer, mais il n'y a aucune preuve de ce qu'elle avance. Alors, comment la croire ? Alors, après tout ça, bien sûr, on a de la compassion pour Sarah, mais sachez que cette version des faits est fausse. En effet, sur les vidéos, si vous avez remarqué, la valise n'est pas dans le même sens. Un coup, le couvercle est vers le bas, un coup, le couvercle et vers le haut. Donc, il s'est clairement passé autre chose. Elle dit avoir juste secoué un petit peu la valise, or là, elle a carrément été retournée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et ça, Sarah ne l'a pas expliqué. Je vous rappelle également que George a été retrouvé le corps couvert d'hématomes, alors que Sarah dit dans sa version des faits qu'elle a juste poussé légèrement sur la valise avec le bout de la batte de baseball. Elle ne parle pas de coup. Or, la médecin légiste qui a examiné le corps de George affirme que tous les hématomes qu'il a sur le corps, et croyez-moi, il y en a énormément, il en a sur le visage, sur les mains, sur le côté du corps. Et cette médecin légiste explique que tous ces hématomes proviennent d'un coup porté par un objet contondant, donc peut-être une batte de baseball. Et il y a également les voisins de George et Sarah qui sont intervenus au procès en expliquant que les murs entre les appartements étaient très fins, ils entendaient tout. Et ce soir-là, ils ont entendu un bruit terrifiant, quelque chose de très lourd qui tombait dans les escaliers depuis le haut des escaliers vers le bas des escaliers. Et ce bruit était tellement sourd qu'il a fait trembler les murs de leur logement. On pourrait alors penser que Sarah a lancé la valise avec George à l'intérieur depuis le haut des escaliers, ce qui expliquerait ses blessures. Et la médecin légiste affirme que c'est tout à fait possible. Pour ce qui est du syndrome de la femme battue, on ne peut pas nier que Sarah a vécu des choses effroyables, qu'elle a vécu des violences terribles. D'ailleurs, George a été arrêté et condamné pour ces violences, mais George était aussi victime de violences de la part de Sarah. Alors, je sais ce que vous allez vous dire, oui, mais Sarah se défendait, elle a bien raison. Et oui, dans la majorité des cas, c'est les femmes qui sont battues par leur conjoint, leur mari, leur copain, leur compagnon. Et quand elles rendent les coups, finalement, on ne peut pas le leur reprocher, bien sûr. Mais vous allez voir que là, il s'agit d'un cas particulier. Je vais essayer de vous expliquer au mieux pour que vous compreniez bien. Mon but n'est absolument pas de remettre en cause ce que vivent les autres femmes battues. Le cas de Sarah, j'insiste lourdement, est particulier. Et George était lui aussi victime de violences graves, vous allez voir. Déjà, c'est important de le préciser, George n'a pas l'ascendant physique sur Sarah. On ne parle pas d'un grand gaillard musclé, 1m90, 110 kg, non. Loin de là. George a un physique hors norme. Vous l'avez peut-être déjà
compris dans cette vidéo. Vous avez vu des photos de George, vous avez vu des vidéos, plus le fait qu'il ait réussi à entrer dans une valise. Et effectivement, George ne mesure qu'1m58 pour 46 kilos. Je répète, 1m58, 46 kilos. Il fait la taille et le poids d'une femme petite et menue. Et Sarah est à peu près également dans cet ordre de taille et de poids. Sarah a réussi à attraper la valise et à la jeter du haut des escaliers. Sarah a réussi à porter la valise et à la secouer. Ça vous donne un peu une idée du rapport de force. Finalement, ils étaient à peu près à force égale. Ensuite, au niveau des violences physiques, George a également porté plainte une fois contre Sarah. Sa plainte a été classée sans suite, mais Sarah avait carrément essayé de l'étrangler. Les proches de George ainsi que les voisins du couple affirment tous que ce n'était pas si simple, ce n'était pas George qui tape Sarah et Sarah qui est la victime. Non, c'était plutôt les deux qui se battaient ensemble, vous voyez ? Alors vous allez peut-être penser qu'ils disent ça juste pour défendre George parce qu'ils aimaient pas Sarah, etc. Mais non, puisque George et Sarah n'étaient pas en très bon terme avec leurs voisins. Enfin, on va dire qu'ils avaient une relation neutre avec eux, leurs voisins essayaient de ne pas s'intéresser à leurs histoires, de ne pas trop les côtoyer. Et pour ce qui est de la famille de George, eh bien, ils étaient complètement contre les violences conjugales. Il y a même un frère de George qui l'avait frappé en apprenant qu'il avait levé la main sur Sarah parce que ça l'avait énormément choqué. Et il l'avait frappé tellement violemment qu'il l'a carrément envoyé à l'hôpital. Donc je peux vous dire que si George était 100% coupable dans cette affaire, sa famille ne se serait pas gênée pour le dire. Or là, ils affirment le contraire. Ce qu'ils disent, c'est que les torts étaient partagés et que Sarah avait même l'ascendant physique et psychologique sur George. La famille de George l'a vu à de très nombreuses reprises avec des marques de coups. George avait lui aussi le corps couvert d'hématomes, il avait des coupures, il avait des cocards, ils l'ont même vu au moins à une reprise avec des marques de strangulation autour du cou. On est quand même sur quelque chose de grave, qui dit tentative de strangulation, dit tentative de meurtre. La seule différence avec Sarah, c'est que George, lui, n'en parlait pas. C'est souvent comme ça quand les hommes sont victimes des femmes, ils n'osent pas en parler. Et George, à part à une reprise, n'a pas non plus porté plainte contre Sarah. Cependant, on sait que Sarah est quelqu'un de violent et que ce n'est pas que George le problème, puisqu'elle a également été violente avec d'autres personnes. Je vous donne un exemple. Un jour, un homme a uriné à côté de chez elle et ses voisins l'ont vue sortir comme une folle en hurlant dehors. Elle s'est mise à arpenter les rues à la recherche de cet homme en disant qu'elle allait le tuer. À une autre reprise, Sarah, elle avait l'alcool un peu joyeux, vous voyez, elle voulait faire des câlins à tout le monde. Elle a tenté de faire un câlin au papa de George. Lui, ça l'a mis mal à l'aise, donc il lui a dit qu'il n'avait pas envie d'avoir un câlin. Et Sarah a réagi en le poussant tellement violemment qu'il est tombé en arrière. George, lui, n'est pas quelqu'un de violent à la base. C'est vraiment exclusif à sa relation avec Sarah. Alors, bien sûr, je ne dis pas ça pour l'excuser, ça n'enlève rien à la gravité de ce qu'il a fait, mais c'est une information importante à vous donner pour que vous compreniez bien la dynamique du couple. George a été en couple pendant 14 ans avec son ex-femme. Il a eu 2 enfants avec elle et elle affirme que pas une seule fois il a levé la main sur elle, pas une seule fois il a levé la main sur leurs enfants. Le seul problème qu'elle rencontrait avec George, c'était ses infidélités à répétition et c'est la raison pour laquelle elle l'a quitté. Et puis je vous parlais d'ascendant psychologique et ça a été quelque chose de déterminant lors de ce procès. En fait, ce qui se passe, c'est que Sarah, encore une fois, a été sa propre pire ennemie puisqu'elle a décidé de filmer régulièrement George au cours de leur relation afin d'apporter des preuves de son comportement envers elle. Sauf que tout ce que ces vidéos ont prouvé, c'est qu'elle était maltraitante envers George, tandis que lui, sur ses vidéos, est plutôt calme et tout penaud. On a vraiment l'impression qu'il est dominé par Sarah. Voyez par vous-même. So you remember this. Are you drunk right now? No, ma'am. How much alcohol did you drink? Enough to be drunk. You're slurring your words. You're sleeping up against the door right now. Yeah, because I want to be next to you. Did I not tell you to not bother me? Yes, ma'am. So what is it you come up and do? What time is it right now? It's 1:20 a.m. Okay.
remind you. I haven't bothered you since then. I just go to sleep. But didn't I tell you before at 9:30 to not bother me at all? Yes. Because why? You have to work too long. Nope. Because I've been up since 4 a.m. since yesterday when you fucked with me. Yes, right. I know how much vodka was in that bottle. And what's the bottle now? Kind of to throw it out. What does that mean? One more drink. The bottle's empty. I know how much vodka was in there. Enough for 2 people to have a really good time. And who drank it? I want it to be documented that I'm leaving you, which means that you're getting out. You're getting out. You're getting out. Nobody's leaving nobody. Stop. And the reason why you were even downstairs and weak enough to get drunk was because you don't give a shit about me. You don't listen to what I say. Special things that I keep on my front page of my phone so I remember to tell you about it because of how special and fun it is. I always bother you. I always bore you. You don't listen to me. Yesterday was my first day at work, remember? And I ended up 90% hearing about your day and 10% about mine. You don't bother me or anything without talking. Sometimes you just you overwhelm me. That's the problem. You overwhelm me. I telling you about my first day at work? No, dude, you just overwhelm me about every other thing too. Not just first day at work. So I'm overwhelming you by telling you about the 4th highest paid baseball player. That's a client of ours. So you fully admit now that you didn't care and you did brush me off in the car. Midway sentence. Because you're not into baseball. No, I didn't. I'm just saying. I want to go to sleep. Go downstairs. Yeah. I know. I'm leaving you. And I'm going to try and cancel plane tickets. No. Because I don't do special things for people like you that are doing this. Like, to me, after I asked you at 1:21 in the morning, I'm not doing it. I wanted to be asleep. I wanted to stay asleep, which is why I got into bed at 8:30. I know, I'm not doing it. I told you not to step foot in the bedroom. So what do? Nonetheless, you're drunk. The amount of alcohol, I know how much was alcohol. I know how much was in there. That's why I could smell you in the bed before you actually got me up. I can smell you from here. You're despicable. How am I despicable? I'm not even doing anything. Leave me alone. Okay. You're not going to remember shit. Okay. Yeah, okay. Well, I'm not doing nothing right now. Get away from me. Get away from me. I'm not doing nothing to you. You do everything to me all the time. All the time. Heartache and pain is what you cause me. Heartache and pain. How is that? Keep going. And I dare you. I dare you. I dare you. You get on your fucking little bike and go to fucking work tomorrow. Don't look at me. Don't come close to me. Don't touch me. Do you understand? What do you mean? As of this moment, and until I can get you out,
Get the fuck out of here. I dare you. Yep, look at it. Look, get away from me. Get away from me. Get away from me. I'm gonna scream bloody murder. I'm gonna scream bloody murder. I will scream bloody murder. Get away from me. Nobody's doing anything. I'm gonna fucking hurt you. Nobody's doing anything. And you're filming it. Let me go. Nobody's doing anything. I'm asking you, George, to get away from me. Please get away from me. Get away from me. Yeah, I am. That was your function, dude. Malfunction. No, your malfunction is you, dude. Okay, whatever you say. Whatever you say. Holy shit, the whole hallway just reeks of you up here. First it's shit, now it's alcohol. Don't step foot in this bedroom. I can't even breathe. Like, it's disgusting. Like, it's disgusting. Keep filming when it's looking right. Good night, Sarah. Love you. I don't love you. I don't like you. I don't want to be with you. Les proches de George affirment que depuis qu'il était en couple avec Sarah, il avait changé, il s'était renfermé sur lui-même et ils avaient remarqué que Sarah passait tout son temps à le rabaisser. C'est ce qu'on constate aussi dans les échanges de SMS entre George et Sarah, puisque Sarah est constamment agressive et méchante, tandis que George lui répond tout le temps calmement. Où sont mes pinces? Dans la boîte grise? Dans la poubelle, comme toi, et comme tes 2 t-shirts. Ok. Lucas a pleuré quand il a vu que tu avais pris tout le budget pour les loisirs. Merci. Je comprends maintenant pourquoi t'es sorti. Dégage! Il voulait faire une activité. T'es fier de toi? Tu te sens bien? T'as fait pleurer notre fils. Dégage de ma vie et de celle de mon fils. Bon à rien. Une ordure. C'est tout ce que tu es. Toi et tous tes proches. Des rats. Des porcs. Allez tous vous faire foutre. Ton aîné, c'est un sketch. Méchante. Égoïste. Dégage de ma vie et de celle de Lucas aussi. T'as une mauvaise influence sur lui. Je suis comme je suis. Continue à gâcher ta vie en buvant de l'alcool. Et tes enfants aussi. Berk. Moi j'en ai qu'un. Tous les 3 vous êtes des merdes. Berk. Je vais vous lire un deuxième échange de messages. Alors à ce moment-là, George n'a pas de téléphone. Donc Sarah écrit sur le téléphone de sa maman. Mais c'est George qui lui répond. Dis à ton fils qu'il n'est pas le bienvenu. Il est inutile. Qu'il vienne plus jamais montrer sa sale gueule par ici où j'appellerai la police. Et en plus, il est parti sur mon vélo. Vous restez des hispaniques, c'est tout ce que vous êtes. Et il peut regarder tout le porno qu'il veut sur le téléphone que sa maman lui a donné. T'es fier de toi, sale merde? T'es inutile. Bonne nuit et que Dieu te bénisse. Tu te souviens de Dieu maintenant et tout. Comme toi. Dieu merci, nous sommes 100% portoricains. Dieu merci, Dieu merci. Tu sais que Dieu t'aime aussi. Apprends à écrire, on est aux États-Unis, pas à Puerto Rico. Il y a des pages et des pages et des pages de SMS du genre. Et suite à l'analyse de toutes ces preuves, les jurés sont formels. Sarah n'est pas qu'une victime, c'est aussi un bourreau. Et Sarah est reconnue coupable de meurtre au second degré. Le procès est très récent, il date d'octobre dernier, donc on ne sait pas encore à quoi Sarah va être condamnée. On devrait avoir la réponse courant décembre, donc je vous mettrai l'information dans l'onglet communauté. Mais elle risque au moins 22 ans de prison et au maximum de passer toute sa vie derrière les barreaux. Ça va dépendre de la décision du juge. Pour ce qui est des enfants, je sais que vous aimez bien toujours avoir des nouvelles des enfants. Eh bien, les enfants de George étaient déjà grands au moment des faits. Ils sont restés habités chez leur maman, chez qui ils vivaient déjà.
Et pour ce qui est du fils de Sarah, donc Lucas, je vous ai dit qu'il y avait la garde alternée avec l'ex-mari de Sarah qui s'appelle Brian. Donc c'est lui qui a récupéré la garde totale de son fils, mais finalement c'était déjà plus lui qui s'occupait de leur fils que Sarah, puisque la plupart du temps elle n'était pas apte à s'occuper de lui, elle était ivre, elle oubliait d'aller le chercher à l'école, ou elle demandait à Brian de le récupérer à sa place. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'il se retrouve uniquement avec son papa, hein. Et Brian, ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, de sain, qui s'occupe très bien de son enfant. C'est quelqu'un qui a l'air en plus gentil, jovial. Donc voilà, vous inquiétez pas, je pense que Lucas est entre de bonnes mains. Malheureusement, la personnalité de Sarah fait que toutes les caméras ont été braquées sur elle dans cette affaire. Donc on a beaucoup parlé d'elle dans les médias et assez peu de George. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai quand même réussi à rendre hommage à George comme il se doit. Mais je tiens à préciser une nouvelle fois que oui, même si George a indéniablement fait beaucoup de mal à Sarah, eh bien ça reste quand même aussi une personne avec des qualités. C'était notamment un très bon papa. Ses filles sont anéanties, elles sont extrêmement tristes d'avoir perdu leur papa. Et George est aussi un fils, un tonton et un frère qui manquent à sa famille. Tous affirment que certes, George était depuis très longtemps alcoolique, mais il tentait tant bien que mal de s'en sortir. Il avait vraiment envie de devenir une meilleure personne et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. D'ailleurs, le jour du meurtre, il y a son frère Juan qui a parlé avec lui en visio sur le téléphone et il dit que George était calme, serein, détendu, qu'il était super content de pouvoir parler avec lui et ses neveux, jusqu'au moment où Sarah est arrivée derrière lui en lui hurlant dessus et en l'insultant parce qu'elle voulait récupérer le téléphone pour parler à sa famille. Donc George a été contraint de mettre fin à l'appel. Cette vidéo ayant beaucoup abordé le thème des violences conjugales, je me permets de vous partager le violentomètre et de vous rappeler qu'il est nécessaire de faire tout son possible pour partir dès les premiers signes de violence, mais de le faire de manière sécuritaire puisque les violences ont tendance à s'intensifier au moment d'une rupture. Si vous avez des soucis pour partir, que vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez appeler le 3919 ou vous rapprocher d'une assistante sociale. Si vous avez d'autres conseils à donner dans les commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.